J'ai découvert fortuitement le jardin des âmes captives, alors qu'il était là, sous mes yeux, en face de l'endroit où je m'engage sur la grande route pour la routine boulangère. Ce matin-là, j'avais attardé un peu mon regard sur le fouillis des ronces. J'ai eu l'impression diffuse qu'il y avait quelque chose. Et plus que cela, le sentiment absurde que quelque chose me regardait. Je n'y pensais plus jusqu'au lendemain. Alors, je m'engage sur l'artère, au ralenti. Personne derrière, je regarde franchement. Il y a quelque chose, en effet, diffus d'abord, puis je vois la calandre d'un de ces commandes cars en GMC. Je roule, mais cela m'intrigue. Le lendemain, je décide d'y aller. Je franchis la départementale, longe et découvre la surface considérable de la jungle de ronces. On ne peut pas y aller comme ça. Je reviens, vêtu d'une veste de chasse, prêt à affronter et scruter l'enfer végétal. Voilà, nulle chance de se frayer un chemin. Puis on se laisse guider par les entrelacs qui offrent eux-mêmes des passages possibles. Et subitement, on les voit. Des voitures partout, affaissées, enrobées, démembrées. Et me revient le sentiment étrange, comme lors de la première vision sur la route, qu'elles me regardent. Je suis effrayé et fais machine arrière. Je m'en veux, me trouve ridicule. Cela m'interroge au long de la journée. Demain, j'y retourne. Cette fois, c'est dans un autre état d'esprit. J'y retourne sans crainte. J'ose le dire, je me sens comme attendu. J'entre dans les fourrés, me bats avec les épines. Une présence massive m'interpelle, comme un visage qui me regarde. Et alors quelque chose prend possession de moi, se raconte en moi, comme si je le savais. Une petite fille est morte dans cette voiture. Oui, je regarde et je sais. Elle était debout, derrière, et son père est contraint de freiner brutalement. Elle traverse le véhicule, se brise la nuque contre le pare-brise. Et le père ne touche plus jamais sa voiture. Maintenant épave, elle vient de se raconter, de raconter ce qu'elle porte. Et maintenant, là, je vois le museau plat de ce camion. Et il m'envahit de son récit. Le petit garçon sort de la boulangerie avec sa baguette. Cela fait peu de temps qu'il vient seul. Sa mère lui a bien expliqué les règles de prudence, l'argent à ne pas perdre, la politesse envers la boulangère et les autres clients. Il regarde avant de traverser et, comme il l'a bien compris, attend si un véhicule s'approche. C'est le cas. Le camion au museau plat arrive et il remarque qu'il va vite. Le conducteur, lui, remarque dans la descente avant le village l'absence de résistance de la pédale de frein. Il insiste et il insiste, comme si tout allait rentrer dans l'ordre. Le véhicule accélère encore. Son pilote le sent glisser dans la courbe pourtant modérée, engageant la grande rue. Il essaye de se replacer au centre de la chaussée, mais déjà, après une secousse, se trouve sur le trottoir
et happe le garçonnet. Il voit jaillir la baguette. Camion commence d'être ralenti par la légère montée. Il n'ose regarder derrière lui. Les passants, les commerçants sont horrifiés, n'osent vraiment regarder l'enfant broyé. Il faudra emmener le conducteur en état de choc. Il ne se remettra jamais vraiment. Il ne conduira plus. Je continue ma visite, interpellé d'une épave à l'autre. Maintenant, devant ce qui subsiste de la petite voiture, de naguère reconnaissable à son moteur arrière, porte et capot l'ont abandonné. Et là me vient à nouveau un récit de porte, justement. Le père a emmené sa fillette. En ce temps-là, de la voiture nouvelle et triomphante, les injonctions à la prudence n'étaient pas encore de mise. Cette voiturette du peuple avait conquis son nouveau public. Il n'a pas besoin d'être riche. Il est fier, la fillette s'installe à l'avant, et pas encore de ceinture, bien sûr. Ils sont heureux, courent la campagne. Personne sur la route. Le nouvel élu se grise à accélérer encore. La fillette veut lever ou baisser la vitre, on ne sait pas. Mais elle actionne la manette d'ouverture de la porte. Elle est fixée au centre de la voiture et s'ouvre donc en s'offrant au vent. S'ouvre même brutalement, emmenant la fillette qui se cramponne au levier. La portière se rabat sur l'arrière, portant son fardeau sous les roues. Celui-là non plus ne conduira plus jamais. Je poursuis mon cheminement, comme si j'étais appelé. Je comprends que ce n'est pas tant par les épaves qui le parsèment, mais par les âmes en peine qui les habitent et les retiennent. Je suis choisi pour les libérer, pour que les unes et les autres s'en aillent enfin. Et en voilà encore une qui fut une somptueuse, faisant la fierté de son acquéreur qui parade volontiers. Ce matin, il va chercher des cigarettes et le journal, dit-il, et emmène le petit dernier, heureux de se retrouver dans cette odeur particulière de moteur. Le journal, rapidement fait, c'est la suite au troquet. Il s'arrête devant, et ça fait pas de mal au moteur de le laisser tourner, non? Je fais pas long, dit-il au petit, bouge pas de là, et entrée triomphale du porteur de la modernité. Allez, un verre pour lui, et ça demandera bien sûr une tournée de plus. Dans la belle mécanique, le gosse attend patiemment, mais l'odeur, diffuse auparavant, devient oppressante. Il voit son père par la fenêtre qui picole, quelques passants lui sourient. Allez, encore une tournée. Dans la voiture maintenant, il tousse un peu, ne se sent pas bien. Il ne sait pas ouvrir porte ou fenêtre. Papa va bientôt venir. Et quand il vient, un peu éméché, il interpelle avec jovialité, mais le petit ne répond pas. Il ne bouge pas, appuyé contre la portière. Et son père ne sait que faire, ne comprend rien, ne tente rien, n'aère même pas. Il arrive chez lui avec son garçon mort. Pourquoi est-ce à moi qu'incombe cette tâche?
Je ne suis ni plus généreux, ni plus mystique, pas plus prédestiné que quiconque ait pour voir. Simplement mon destin a croisé celui de ce lieu d'attente qu'on ne voyait plus par indifférence, par oubli, par choix de ne pas être concerné. Et me voilà en charge de drame, en attente d'écoute pour rejoindre la paix de la destinée humaine. La superbe voiture familiale parade devant la maison, au bord du trottoir de la rue légèrement en pente. La famille se prépare, on part visiter les grands-parents. Les enfants allaient déjà dans la voiture. Elle est la plus belle du quartier, d'autant plus qu'elles sont rares par ici. L'aîné a 5 ans. Il s'est mis au volant, le tourne en faisant des bruits de moteur. Il touche aussi les vitesses au volant, d'abord sans effet, puis un déclic. Celle engagée sort. La voiture lentement est appelée par la pente. Le cadet a 1 an de moins. Il veut faire aussi, il a son seau et la petite pelle, et veut aller sur le siège de l'autre côté, faire avec son frère. Il passe devant la voiture, qui le renverse, le projette sous l'une des roues. Le véhicule est arrêté, mais la vie du petit aussi. Je parcours du regard la futaie, des ombres qui s'y esquissent. D'autres malheurs sans doute encore, mais ils ne me sont pas audibles, ils me parviennent un peu par bribes. Là il est question d'abandon, là de voiture, de la dasse emmenant pour toujours un frère. Je vois aussi les GMC. Ah, ils sont donc les gardiens du jardin des âmes captives, rescapés du trou d'horreur de la guerre, de ces autres indicibles. Ici, ils ont aidé à immobiliser le temps qu'arrive l'écoute qui les délivrera. Et les ronces aussi ont protégé cette attente. Aurais-je été celui qui l'a rompu parce que ne refusant pas d'entendre les bruissements des mondes qui entourent le monde, simplement disponible, attentif, sans a priori, prêt à entendre les récits emprisonnés d'avoir été tus et enfin libérés. Et effectivement, quelques mois plus tard, mon regard se porte vers le jardin des âmes captives et il n'y a plus rien. Tout a été rasé.